Bonjour, merci d'être présent. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On a une bonne heure à passer ensemble. Pour celles et ceux qui auraient des questions à poser, vous n'hésitez pas à utiliser le petit chat. On verra en fin de dire sur certaines d'entre elles. Mais il est vrai qu'en une heure, déjà, on va avoir l'occasion, grâce au témoignage donc de 4 invités à cet Affectio Talk, un tour d'horizon de ce que la taxonomie verte implique comme enjeu pour à la fois les investisseurs, les régulateurs et les émetteurs. Pour une petite introduction sur le sujet, donc pour rappel, cette taxonomie verte est un texte qui doit entrer en vigueur au 31 décembre 2021. Donc c'est demain, c'est pas encore tout de suite, mais c'est demain. Et les implications de ce texte, on va le voir à travers des témoignages sur les enjeux, les défis et perspectives qu'il représente. Pour le présenter très brièvement, et je laisserai le soin ensuite à Antoine Picot, je vais vous présenter nos panélistes, bien sûr, de commencer un peu à nous présenter le cadre. Mais ce que je tenais à dire en propos liminaire est la chose suivante. La taxonomie verte, c'est une classification des activités économiques en fonction de leur contribution aux enjeux climatiques et environnementaux. Elle s'inscrit dans les engagements de l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'accord de Paris. On entend parler beaucoup de la taxonomie aussi en ce moment, comme vous l'avez sans doute observé, dans le cadre des plans de relance post-Covid. L'objectif global de cette taxonomie, c'est de renforcer les investissements publics et privés dans les activités dites durables. C'est aussi en creux de lutter contre ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Et cela va impliquer pour les investisseurs qui prétendent proposer des produits financiers responsables de la prendre en compte, cette taxonomie. Donc on verra ce que cela implique. Pour les sociétés émettrices, cela va impliquer en termes de reporting sur les informations, de donner des informations selon leurs activités. Donc très concrètement, dans le rapport annuel, bientôt, les entreprises devront présenter leurs activités en fonction de l'impact des dites activités sur le climat. Et en fonction de cette information, les investisseurs, les épargnants pourront savoir quelle est la part de chiffre d'affaires sur telle activité considérée ou non comme durable, quelles sont les dépenses d'investissement réalisées sur chacune de ces activités. Donc, on a la chance pour parler de ce sujet qui générera pas mal de facteurs de complexité, on va le voir, d'avoir le point de vue d'un régulateur. Et en l'occurrence, nous avons la chance d'avoir Antoine Picot, de l'Autorité des marchés financiers, qui va pouvoir nous dresser un petit peu le cadre de cette norme sur ce sujet et le rôle que l'AMF serait amené à jouer. Donc Antoine Picot a particulièrement suivi la manière dont l'AMF va pouvoir appréhender cette fameuse taxonomie verte. Loren Chonva de Mirova pourra témoigner et donc est en charge notamment du plaidoyer chez Mirova, nous indiquer comment un investisseur responsable qu'est Mirova appréhende cette taxonomie, qu'est-ce que cela implique aussi dans l'exercice de son métier d'investisseur et quelle est la vision qu'elle peut avoir aussi sur cet outil. Et puis enfin, directrice de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe Engie, qui va pouvoir aussi nous témoigner la manière dont le groupe Engie appréhende cette taxonomie verte. Alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est que ce webinaire, on va d'abord, dans un premier temps, entendre les 4 intervenants, chacun sur un propos d'environ 5 minutes, pour nous dresser un petit peu les enjeux vus de leur point de vue, que représente cette taxonomie verte. Et je propose à Antoine Picot, de nous donner un petit peu l'avis que l'autorité des marchés financiers peut avoir sur cet outil, de quelle manière l'AMF l'appréhende, ce que ça implique en termes de connexion aussi avec d'autres régulations. Donc Antoine, je vais vous céder la parole. Vous allez pouvoir nous dresser un petit peu le cadre en tant que représentant d'une autorité de régulation sur le sujet. Et bien, c'est à vous. Merci beaucoup Yann, j'espère que vous m'entendez bien.
Je suppose que Oui. oui. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler de ce sujet avec vous. C'est effectivement un texte compliqué et qui va avoir beaucoup d'implications pour les années à venir en matière de finances durables. Donc, juste pour revenir à la jeunesse du texte, qui me semble important, il faut revenir au plan d'action de la Commission européenne de mars 2018. Donc, ça commence à faire un peu de temps, mine de rien. C'est vraiment le texte phare de ce plan d'action et l'idée, c'est de créer un référentiel commun pour déterminer les critères selon lesquels un investissement peut être considéré comme durable ou non, avec pour objectif qui est à garder en tête, puisqu'il est fondamental pour comprendre la philosophie de cette taxonomie, c'est bien l'objectif de réorientation des flux financiers vers ces activités durables. Donc le but, comme je le disais, c'était de ce texte, c'est de créer avant tout un outil, c'est-à-dire que la portée en termes d'obligations pour les acteurs investisseurs comme émetteurs n'est pas il n'y a pas une ribambelle d'obligations qui sont déterminées par ce texte, c'est plus un texte qui met en place un outil commun, un outil qui est un langage commun et un outil de classification destiné à permettre aux investisseurs et aux émetteurs de mieux comprendre les activités qu'ils mènent ou les activités dans lesquelles ils souhaitent investir, le cas échéant, vis-à-vis de leur degré de durabilité environnementale. Donc, c'est un texte qui fonctionne autour de 6 objectifs environnementaux qui sont fondamentaux, que sont l'atténuation du changement climatique. Donc, c'est surtout des problématiques d'émissions, l'adaptation au changement climatique, deuxième objectif, la transition vers une économie circulaire, la pollution, la protection des ressources marines et sixième et dernier objectif, la protection et la restauration de la biodiversité des écosystèmes. En fait, cette taxonomie, elle prend la forme d'une liste d'activités économiques qui sont assorties de critères de performance qui permettent de déterminer les conditions sous lesquelles une activité peut être considérée comme contribuant à l'un de ces 6 objectifs. Donc, on prend souvent la métaphore, je sais que Lorraine aime beaucoup cette métaphore, notamment celle du dictionnaire. Moi, j'aime bien moi, je vois ça plutôt comme une sorte de guide Weight Watchers où, en fait, il y a la version light de tout. Donc, comme dans le guide Weight Watchers, vous avez la version light de la salade César, vous avez la version light de la fondue de poireaux. Bah là, vous avez la version durable de la production d'aluminium, vous avez la version durable de la production d'électricité sous certaines conditions. Enfin voilà, c'est vraiment un guide qui donne les seuils pertinents et les critères pertinents pour pouvoir considérer qu'une activité économique est conduite de manière durable. Donc, à l'heure actuelle, il y a 70 secteurs qui ont été cartographiés pour l'instant par les experts de la Commission européenne. Et qui se rapporte pour l'instant aux 2 premiers objectifs, puisque c'est un gros travail, donc ça prend du temps. 70 secteurs cartographiés, et ce sont les 70 secteurs qui, a priori, sont ceux qui ont un impact environnemental probablement le plus grand. Donc, ce sont des secteurs prioritaires. Il y a une seule activité dont on est sûr qu'elle ne pourra jamais contribuer à aucun des 6 objectifs et qui est donc c'est gravé dans la loi avant même une rédaction des critères techniques, tout comme la tartiflette chez Weight Watchers, ça c'est des énergies solides fossiles, ça ne pourra jamais contribuer à aucun des objectifs, donc ça c'est de fait exclu. Il y a d'autres secteurs un peu plus controversés comme le nucléaire, le gaz, où là le règlement, la loi n'a pas tranché, ce seront les critères techniques qui donneront les conditions dans lesquelles, et probablement des conditions inatteignables, ces activités peuvent contribuer à un objectif environnemental. Une nuance supplémentaire, cette contribution, elle peut être approchée sous 3 angles, soit parce que l'activité est conduite de manière verte, soit parce qu'elle est en une sorte de best in class, elle est en transition, soit elle permet à d'autres activités d'être vertes, par exemple la manufacture de turbines pour des éoliennes, ça c'est une activité qui typiquement permet à d'autres activités vertes de se mettre en place. Des garde-fous nécessaires sont prévus et après j'en ai fini pour le descriptif du dispositif. Donc c'est l'absence de préjudice. En fait, on peut démontrer la contribution, mais il faut en même temps qu'il y ait une absence de préjudice aux autres facteurs ESG. Et ça c'est ce qu'on appelle le principe du do no significant harm, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque activité, vous avez le critère pour contribuer à chacun des objectifs, mais aussi le critère pour ne pas causer de préjudice significatif à ces objectifs. Donc vous pouvez dire mon activité contribue à cet objectif, mais je dois aussi vérifier qu'elle ne cause pas pour autant de préjudice significatif pour les 5 autres objectifs. Il y a aussi ce qu'on appelle des minimum safeguards sociales, comme le principe de respect des principes fondamentaux OIT, les UN Guiding Principles on Business and Human Rights, etc. Donc c'est vraiment un travail titanesque qui a été opéré par la Commission européenne
et qui a encore besoin de se développer. Ça va prendre encore un peu de temps. Alors, quelle est son utilité dans la législation finance durable plus générale? Donc, quand ça s'insère, ça a vraiment vocation à devenir le référentiel de base de comparaison, de mesure d'impact, tant pour les investisseurs que les émetteurs. Donc, ça, c'est Yann l'a rappelé. Ça va vraiment devenir cet indicateur fondamental qu'on va retrouver dans les disclosures imposés aux investisseurs comme aux émetteurs. Pour l'instant, ce n'est qu'un langage commun, mais il y a fort à parier que ça devienne un langage unique sous peu, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs de nos voeux à l'AMF. Elle s'applique aussi, elle va aussi vocation à s'appliquer à une troisième catégorie d'acteurs que sont l'Union européenne et les États membres, dès lors qu'ils vont fixer des standards et des labels environnementaux, enfin des standards ou des labels environnementaux pour labelliser les produits d'investissement. Donc là aussi, on sent que ça va devenir un point de référence incontournable. Un autre élément important, Yann le mentionnait, la question de l'orientation des politiques publiques. Donc, dans le cadre des plans de relance Covid, on l'a vu, ça va être aussi, a priori, être pris en main pour devenir un outil d'orientation de ces politiques. En tout cas, c'est pas un outil qui interdit aux investisseurs d'investir dans certaines activités, c'est pas une mesure de risque, c'est pas un système de notation, ça, c'est fondamental à retenir. Et pour terminer, quel est le rôle du régulateur et comment ça s'insère dans le régime national? Alors, il faut savoir que la finance durable est une priorité stratégique de l'AMF depuis quelques années maintenant. Il n'y a pas de régime de sanctions spécifique qui est prévu par le règlement quant à l'application des rares dispositions, des rares obligations qui sont contenues. Donc, ça s'insère dans le cadre applicable du Code monétaire et financier, puisque c'est une question qui revient souvent. Les amendes peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros, mais c'est vraiment le cadre général dans lequel tout ça sincère. Il n'y a pas de régime dérogatoire comme on a pu le voir dans certains règlements, comme le règlement titrisation par exemple, qui fixait d'autres types de seuils, mais c'est pas pertinent ici. Donc on y réfléchit à voir comment ça se déclinera vraiment au niveau national. Il faut aussi mentionner l'interaction avec le cadre national qui est déjà en place à l'AMF, qui a mis en place une doctrine pour déterminer les critères selon lesquels, les critères à respecter pour les fonds qui veulent mettre en avant l'ESG. Donc, il va falloir réfléchir à comment insérer cette taxonomie dans cette démarche de standards minimaux et qui est vraiment un temps en avance sur l'Europe qui en est à une étape de simple transparence. L'AMF, elle a déjà commencé à réfléchir et à dicter une doctrine sur les conditions dans lesquelles un produit d'investissement peut être considéré comme durable. Donc, il va falloir réfléchir à l'articulation de ce nouvel indicateur, de ce nouveau référentiel dans ce cadre plus général et évidemment la refonte de l'article 173 comme vous le savez sur la transparence ESG des investisseurs, là aussi il va y avoir un impact indéniable. J'espère ne pas avoir utilisé trop de temps et je laisse la parole au prochain. Non, mais c'est parfait. Merci Antoine. Je suis désolé, c'est un petit exercice contraint de première prise de parole pour faire le tour de nos intervenants et de leurs apports sur les clés de lecture qu'ils peuvent avoir sur cette taxonomie verte. Ça nous permettra de nourrir la conversation dans un second temps. Alors, je propose à Lorraine de prendre la parole cette fois. Et puis, donc, côté investisseur, du côté de Mirova, sachant qu'en plus, Lorraine, vous avez suivi d'assez près l'évolution de ce texte, de cette norme. Et donc, c'est quelque chose que vous avez vu aussi mûrir au fur et à mesure. Donc, ça, c'est intéressant de vous entendre sur la façon dont elle a pu évoluer, ce à quoi on parvient, qu'est-ce que ça va impliquer aussi pour vous. Et encore une fois, dans ce petit format très contraint de première prise de parole, Lorraine, on va vous écouter. Merci beaucoup Yann, je vais essayer de tenir le format des 5 minutes. Merci beaucoup aussi Antoine pour l'introduction qui devrait permettre de rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous donner un témoignage d'investisseur, qui est un investisseur avec un positionnement un petit peu particulier parce que Mirova est sur un positionnement d'investisseur responsable, donc qui investit dans du développement durable depuis sa création, donc depuis plusieurs années, et on a été effectivement assez actifs tout au moins au début du processus de naissance de ce texte. Puisque Philippe Zawati, notre directeur général, était membre d'un groupe d'experts qui a contribué à conseiller la Commission européenne sur l'ensemble de sa stratégie finance durable. Et on avait entre autres beaucoup poussé pour qu'il y ait une telle taxonomie qui apparaisse au niveau européen. Alors, pourquoi cette orientation ? Pour donner un petit peu une perspective, globalement, au niveau des investisseurs, il y a toujours eu des investisseurs responsables, je veux dire. L'approche initiale était plutôt de dire on va investir dans des entreprises qui ont des process qui ne sont pas porteurs de risques en matière environnementale ou sociale. Par exemple, on ne fait pas travailler des enfants, on ne va pas polluer la rivière d'à côté, etc., etc.
positionnement de Mirova a toujours été de dire, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller regarder le produit en tant que tel ou le service qui est fourni par l'entreprise et de ne pas se limiter uniquement à ses process. Et donc, dans la mesure où qu'est-ce que c'est qu'un asset vert, quelque chose qui posait beaucoup de questions au marché de l'investissement. Le fait d'avoir une telle taxonomie qui existait déjà dans d'autres cadres, il y avait déjà eu des taxonomies privées qui avaient été développées dans certains cadres de marché pour les green bonds par exemple. On s'est dit que ce serait bien d'avoir quelque chose qui soit un petit peu collectif, un petit peu reconnu au niveau des pouvoirs publics. Donc, comme le disait Antoine, l'intérêt, c'est que la taxonomie, ça donne un langage commun. Donc, on parle beaucoup de dictionnaire, effectivement. L'idée, c'est de prévenir le greenwashing, mais aussi de donner des points de repère, parce que ce n'est pas forcément toujours une volonté de greenwashing, mais c'est des sujets assez complexes, tous ces sujets de développement durable. Pour arriver à savoir ce qui fonctionne réellement, c'est pas mal qu'il y ait eu beaucoup de jus de cerveau mis sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une base commune qui permette d'avoir de la transparence et de la comparabilité de l'information clé entre entreprises, entre produits d'investissement, etc. Donc, à partir de ce texte qui définit la liste, une liste en tout cas qui va évoluer parce qu'elle n'a pas vocation à être figée de ce que sont les actifs verts, en découle pour les entreprises des obligations de transparence spécifiques. On pourra y revenir, mais comme Antoine a déjà commencé à les aborder, je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps. L'intérêt, donc on le voit bien, c'est d'apporter de la clarté, de la transparence, de la sécurité aussi aux investisseurs quand ils veulent dire que leur investissement est durable. S'ils comportent quelque chose qui est légitimé par la taxonomie, tout de suite, c'est intéressant. Les limites qu'il peut y avoir à ce type d'exercice, c'est que la taxonomie, elle ne va pas suffire à elle-même. C'est-à-dire que la taxonomie en tant que telle, elle donne une liste d'activités avec un certain nombre de safeguards qu'évoquait Antoine, mais ce n'est pas complètement un standard en tant que tel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train de développer au niveau européen un écolabel qui a vocation à tamponner en quelque sorte des fonds d'investissement dans lesquels aussi bien plutôt des investisseurs épargnants, c'est des investisseurs individuels, vont pouvoir placer leur épargne pour dire là vous investissez dans un fonds qui a une majorité de composantes verts. Bon, c'est pas forcément suffisant de dire on va se baser sur la taxonomie. Il faut définir d'autres critères autour pour voir à quel point elle va être, un fonds d'investissement en action, par exemple, va être green, dans quelle mesure ça va être techniquement possible et faisable. Donc, on a différents défis de mise en œuvre. On a des défis de développement d'autres standards au-delà de la taxonomie, qui vont s'appuyer sur la taxonomie, mais qui ne vont pas pouvoir s'y limiter. Et après, on a des questions de mise en œuvre pratique, avec à la fois des questions de reporting, puisqu'on va avoir des obligations de transparence aussi bien au niveau des entreprises et des investisseurs, mais aussi on va avoir des questions de charge de la preuve. Je m'explique. C'est bien de reporter sur la part par exemple, d'un fonds d'investissement qui va être green ou pas green. Après, il faut être capable de le démontrer. Une entreprise va faire son propre reporting, l'investisseur va faire son propre reporting. Il y a une question de granularité qui va réussir à dire à quel point une entreprise est verte, comment est-ce qu'on va réussir qui va avoir la charge de certifier le niveau de vert dans tel ou tel produit. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Est-ce que ça va être l'entreprise qui va le dire à l'investisseur? Est-ce que ça va être l'investisseur qui va l'estimer à partir de ce qu'il connaît de l'information publique de l'entreprise? Est-ce qu'il va y avoir des certificateurs? Voilà le type de problématique auquel on peut toucher. Voilà pour les grandes lignes d'introduction. Yann, je ne sais pas si ça vous suffit. On ne vous entend pas, Yann, vous êtes en mute. Pour moi, merci Lorraine. Non, très bien, ça va permettre après de nourrir. On pourra revenir sur certains points, notamment de complexité opérationnelle pour vous. Et de ce point de vue, vous venez de toucher quand même du doigt certaines limites de l'exercice. Alors, s'agissant de l'exercice, justement, de se mettre en conformité avec cette taxonomie verte, donc là, nous abordons le point de vue d'entreprise émettrice, alors de CO2, mais aussi émettrice de titres. Et donc, c'est à ce titre-là qu'elles vont devoir apporter de nouvelles informations, ou en tout cas présenter des informations déjà existantes de façon un peu différente avec cette taxonomie qui arrive. Je vais proposer à Gilles Vermeaux-Desroches de prendre la parole pour témoigner de la manière dont Schneider Electric appréhende cette taxonomie verte. Et donc, je te propose, Gilles, de prendre la parole.
Merci beaucoup Yann, merci pour cette discussion sur ce sujet nouveau dont je suis persuadé qu'il va devenir central. Au fond, je vais commencer en lisant une note qui est parue il n'y a pas longtemps d'un très grand broker parisien connu. Et la note commence ainsi. La future taxonomie, c'est sur Schneider Electric, hein. La future taxonomie européenne devrait avantager des groupes comme Schneider Electric, dont 70% du chiffre d'affaires est déjà vert et qui permet à ses clients d'économiser chaque année 40 millions de tonnes de CO2 en moyenne. Ceci équivaut, selon nous, à 8 milliards de valeurs vertes cachées, 15 € par action, qui pourraient se retrouver dans une croissance future plus soutenue. Outre les impacts ESG, taratata, taratata. J'en aurai un autre pour tout à l'heure. C'est juste pour passer du sentiment que me donne la taxonomie à la vraie vie, en particulier quand je suis acteur du développement durable dans mon entreprise. Quand tout à coup, ce broker très connu et très lié à beaucoup des investisseurs de Schneider met en valeur ainsi les actions que porte l'entreprise depuis 20 ans dans ses enjeux de développement durable pour ajuster son panier d'offres aux enjeux qui sont devant nous, j'ai envie de dire, ça donne un des 3 enjeux de la taxonomie dont je vais parler dans ces 5 minutes. Le premier, ça a été expliqué par Lorraine, je le prends autrement. La taxonomie, elle donne le là. Alors, elle va être très complexe, elle va être très injuste probablement parfois, mais en tous les cas, elle donne le là à des entreprises qui vont bien être obligées de l'utiliser. De fait, Schneider Electric, dans sa communication de 2019, a publié 2 chiffres qui nous fait aller un peu plus loin que la taxonomie. Ce que, au regard de ce que la taxonomie est aujourd'hui, le chiffre de notre chiffre d'affaires vert, en cohérence avec celle-ci, 70%. Je pourrais à l'occasion vous dire quels sont les 4 critères qu'on a retenus pour mettre nos solutions et nos produits dans cette démarche. Premier point. On a voulu aussi travailler sur l'innovation verte et publier les 2 chiffres en même temps pour avoir l'occasion de raconter une histoire. Non seulement dire où on est, mais on regarde comment les 5% de R&D de Schneider Electric sont utilisés, où on souhaite aller, puisque si on regarde ce que l'on peut utiliser dans cette taxonomie, on s'est montré que l'innovation, qui est à 90% en cohérence avec ces critères, est verte. Non seulement on publie l'endroit où on est aujourd'hui, mais la volonté de l'accroître après. Donc, premier sujet, je trouve que ça donne le là. Deuxième sujet, ça transforme un avantage clair à la fois d'entreprise et à la fois de l'Europe. J'ai un souvenir historique, et cette taxonomie est un peu la suite de celui-là, dans lequel, au moment de l'accord de Paris, de la COP 21, et nous étions ensemble avec Anne, au fond, le monde de l'entreprise français a changé un peu sa manière de communiquer sur la réglementation, les régulations et cette manière d'emmener vers l'avenir. Autour de, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui contraignait les entreprises, qui empêchait leur développement et dans lequel il y avait plutôt de pushback. Et au fond, depuis cet accord de Paris, les entreprises françaises, en tous les cas les plus grandes et celles qui avançaient dans cette direction, ont vu de toutes ces régulations et réglementations l'occasion, par les avancées que ça leur avait fait faire, d'y voir, y compris au niveau mondial, une certaine plus-value de progrès, là où d'autres, n'ayant pas eu l'enjeu de se plier à ces documents, on peut parler de REACH, de RoHS et de beaucoup d'autres, puisque c'est européen, ont peut-être pas fait les progrès que nos entreprises ont fait avant les autres, ce qui nous donne aujourd'hui, où ces sujets sont plus en cours, un fort intérêt sur ce sujet. Troisième point, il est question de la relation entre les émetteurs et les investisseurs. Si on prend en compte les 2 premiers, c'est à nouveau un point essentiel puisque beaucoup d'investisseurs, sous la pression de leurs clients ou parce que seuls, ils ont compris que pour assurer une meilleure rentabilité à leur investissement, investir dans des entreprises qui dérisquent la question de l'investissement vert, qui saisissent l'opportunité d'apporter des solutions qu'il convient à apporter pour les biens communs, que ce soit sur le climat ou la biodiversité, leur donnera plus de chances de rentabilité moyen terme. Et au fond, c'est ce que nos entreprises ont besoin. Et puis le dernier point, j'ai envie de dire, dans cet esprit
qu'apporte l'Europe, s'organise aussi le creuset de l'innovation et de l'attractivité de nos entreprises. L'innovation, c'est ce qui fait que le 21e siècle sera au rendez-vous des enjeux qui sont aujourd'hui ou pas. C'est pas en faisant plus efficacement, c'est un drôle de mot celui-là, avec plus d'efficience les démarches d'hier qu'on arrivera aux enjeux et aux objectifs qu'il convient de tenir. L'innovation est clé, premier point. Et deuxième point, l'attractivité des entreprises de nature à avoir les intelligences et les talents qui permettront dans cette innovation d'être à la hauteur. Probablement qu'en se conformant à ce sujet, à son côté standardisé, on pourra apporter aux entreprises qui savent y répondre plus de capacité d'attractivité des jeunes talents et donc d'innovation et donc de réponse encore plus à ce qui va être nécessaire pour le siècle qui s'ouvre. Merci Gilles. Bon, un propos où on voit beaucoup de positifs à t'entendre. Là, de ce point de vue, les opportunités sont exprimées de façon assez claire et nette. Je tiens juste, avant de passer la parole à Anne, à indiquer par exemple que de toute façon, cette philosophie et cet outil qu'est la taxonomie, le Canada, la Chine, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Australie et le Mexique font partie de ces pays qui y travaillent également. Donc il est vrai que ça, c'est aujourd'hui de l'Union européenne dont nous parlons, qui, de ce point de vue, plante les premiers drapeaux sur le sujet. Mais il est vrai que le principe d'un outil comme qu'est la taxonomie verte de classification des activités économiques en fonction de leur durabilité, il est en train d'émerger aussi dans d'autres juridictions et qu'effectivement, comme l'indiquaient Lorraine et Antoine tout à l'heure, c'est quelque chose qui va devenir la règle. Le principe étant que, on espère, pour le coup, que la manière de classifier soit aussi ajustée et alignée pour éviter ces facteurs de complexité que l'on peut évidemment envisager si tout le monde n'est pas d'accord sur la définition même et puis la façon, par exemple, d'interpréter la notion d'une entreprise ou d'un secteur en transition. Et c'est d'ailleurs sans transition que je peux, à ce titre-là, passer la parole à Anne, qui va donc au nom d'Engie nous indiquer de quelle manière Engie appréhende, elle aussi, cette taxonomie verte, avec notamment cette notion de transition qui, je pense, est assez clé en termes de pédagogie. On va pouvoir t'entendre, Anne, sur le sujet. Je te cède la parole. Merci Yann, bonjour à tous. J'ai choisi un peu par hasard mon fond d'écran parce que je ne voulais pas que vous voyiez mon bureau qui n'est pas très gai. Mais je vais commencer une référence à ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est important d'avoir un alignement des astres, un alignement des planètes, et je pense que voilà, on commence à l'obtenir, c'est-à-dire que aller vers plus de vertu quand les investisseurs ils veulent pas plus de vertu, ils veulent que de la rentabilité. Quand les salariés ne comprennent pas, quand les parties prenantes, les clients ne sont pas forcément moteurs là-dessus, c'est compliqué. Donc là, on est sur un alignement des planètes, un alignement des astres. Comme dit Gilles, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'attirer des brokers, des investisseurs en ligne avec nos valeurs. Donc tout ça, pour moi, ça va dans le bon sens. C'est un contexte général qui va vraiment dans le bon sens, qui n'est pas généralisé d'ailleurs. Je dis un contexte général, mais un contexte qui évolue dans le bon sens, ce n'est pas encore totalement généralisé. Nous, c'était notre état d'esprit quand on a lancé les Green Bonds. Alors, ce n'est pas forcément connu, mais on est le premier émetteur corporate de Green Bonds, donc ça pèse lourd. Pour nous, parce qu'on a beaucoup de CAPEX, donc c'est une partie très importante de notre financement. Et l'objectif, c'était ça, c'était d'attirer les efforts, l'énergie, les ressources, sur des technologies, des business models plus vertueux. Donc, nous, on voit ça d'un très bon œil qu'il y ait ces réflexions-là, ces sujets de taxonomie. D'ailleurs, c'est en lien, on vient d'adopter une raison d'être qu'on a mis dans nos statuts, donc ce qui implique aussi une certaine responsabilité par rapport à ce qu'on déclare. Donc, dans cette raison d'être, on est sur l'accélération de la transition vers une économie bas carbone et on est sur des impacts positifs planète et people. On a également des engagements Science-Based Target pour un alignement de degrés à l'accord de Paris qui sont pour nous un sujet très important. On n'est pas une entreprise comme
on est beaucoup en lien avec Schneider, mais on a des business models quand même différents. Hein. Nous, on est une société voilà, qui, dès lors qu'on est producteur un peu partout dans le monde, où voilà, on touche au gaz, bah forcément, on est un petit peu, on est plus émetteur, je pense, que Schneider. Je ne vais pas vérifier les derniers chiffres, mais je pense que Gilles ne me contredira pas. Mais ce qui veut dire aussi qu'en termes de solutions et d'ambition, voilà, alors on a des impacts très forts. Ce que je voulais dire, j'ai mentionné dans notre raison d'être le sujet de transition. Donc nous, c'est un peu ce qui manque dans la taxonomie pour nous, c'est-à-dire c'est cette approche de transition et de transition juste. C'est-à-dire pour les territoires, pour les salariés, hein, on est dans ces aspects-là. Le gaz, pour nous, c'est une énergie de transition. Évidemment qu'il faut décarboner, hein, utiliser l'infrastructure existante qui a le mérite d'exister, de passer donc très rapidement à du biogaz, à de l'hydrogène, mais ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Donc il faut reconnaître cette transition-là, reconnaître la nécessité, quand on est un acteur énergétique, de la sécurité d'approvisionnement, les énergies renouvelables sont intermittentes, donc ça nécessite soit beaucoup de capacités installées derrière en backup, soit du stockage, soit une centrale à gaz qu'on allume quand on a besoin, et voilà, c'est plus efficace. Donc je pense qu'il faut pas être dogmatique, voilà. Donc ça, nous on essaye d'assouplir un petit peu et d'expliquer la complexité de l'énergie. Honnêtement, je suis pas ingénieure, donc je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais en tout cas, voilà, c'est la direction est très bonne et on est très positif là-dessus. Le dialogue avec les investisseurs, on est heureux de l'avoir et on l'a beaucoup dans le cadre des green bonds, mais on l'a beaucoup au quotidien sur notre business model, donc ça va certainement l'enrichir. Voilà, mais il faut aussi être en lien avec les réalités et avec cette notion de transition. Merci Anne. Alors, c'est bien que nous ayons fait un petit peu ce tour d'horizon avec vos points de vue respectifs. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de rentrer sur… on va rebondir sur certains propos qui ont été les vôtres. Antoine, on ne vous voit plus. Vous avez disparu de l'écran, mais je suis sûr que là, vous me voyez revenir là. Je le sens. En tout cas, on vous entend, donc l'image ne devrait pas tarder non plus. Attendez, c'est… Ouais. Oui, mais on vous entend, donc tout va bien déjà. Au moins, Oui. tout à l'heure, vous indiquiez que… parce qu'il est vrai que le texte, à l'heure actuelle, et là, je voudrais faire un rebond quand même sur l'expérience que tant d'autres ont pu avoir, mais nous, Affection Mutandi, de notre côté, et vous, je suis sûr, dans vos entreprises respectives, vous avez vu la différence d'accueil qu'il y a pu avoir entre, par exemple, une loi Sapin 2, avec des dispositifs de sanctions très clairs, connus, et donc, entre guillemets, une contrainte assez nette, et une autre loi avec des principes un petit peu similaires en termes de prévention des risques, et la loi sur le devoir de vigilance qui, elle, est dépourvue de sanctions explicites. On a pu constater, en tout cas nous de notre côté, je pense que c'est votre cas aussi, que évidemment la mise en place de tous les dispositifs pour respecter la loi Sapin 2 a pu peut-être disposer de plus d'énergie ou de ressources déployées, en tout cas dans un laps de temps assez court pour se mettre vraiment en conformité. Et on sentait là que quelque part l'aspect sanction joue un rôle de levier qui peut accélérer des changements. Là, la question que je me pose sur la taxonomie verte, le texte européen évoque la perspective de sanctions appropriées et proportionnées pouvant viser les investisseurs. Alors, j'ai entendu Antoine tout à l'heure indiquer qu'on n'y est pas encore. Quelque chose là, de ce point de vue, reste assez diffus et entre guillemets, c'est pas demain la veille qu'on va peut-être en savoir plus sur les dispositifs de sanctions. Alors, j'aurais une question à la fois pour Antoine et peut-être pour Lorraine, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sanctions. Est-ce que ça peut nuire à la montée en puissance du sujet? Là, du côté des investisseurs, hein, j'entends, parce que le texte européen, il évoque les sanctions pour les investisseurs. Je voudrais vous entendre peut-être là-dessus. Peut-être Lorraine, est-ce que ce volet un peu coercitif ou de sanctions
pourrait constituer, selon vous, un levier pour, du côté des investisseurs, une accélération et une mise en place de dispositifs de produits verts de façon encore plus dense, plus rapide. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, j'avoue qu'on ne s'est pas vraiment posé la question dans ce sens-là, parce qu'il y a eu tellement d'effervescence autour de la taxonomie que pour nous, c'était assez évident que ce serait quelque chose qui allait compter et qui n'allait pas être juste placé sur une étagère dans un placard. Alors, peut-être qu'on a un biais un petit peu particulier à Mirova, vu qu'on a travaillé dessus depuis le départ, etc. Mais enfin, il y a quand même eu énormément d'émulation. Je pense qu'Antoine pourra aussi en témoigner de ce qu'il a pu voir au niveau des régulateurs. Indépendamment du côté sanction ou pas, moi je serais quand même assez étonnée que ça n'aboutisse pas à des choses très intéressantes. Après, on peut dire ça de n'importe quel texte, évidemment, quand il y a des sanctions, c'est plus facile de le mettre en application que quand il n'y en a pas. Mais voilà, je ne suis pas sûre que pour un texte qui a fait autant de bruit politiquement, la question se pose uniquement d'un point de vue sanction, pas sanction. Je pense que c'est un petit peu, il y a une tendance telle sur le sujet que voilà, le sujet est en marche et je ne pense pas qu'il s'arrêtera. Merci Lorraine, et c'est vrai que Mirova, votre ADN, il fait qu'a priori c'est plus des facteurs d'opportunité évidemment pour vous que cette taxonomie, une obligation nouvelle qui pèserait sur vos épaules et que vous mettriez peut-être plus de temps sans sanction à vous y mettre. Mais alors pour le coup, Antoine, juste peut-être nous répéter ou nous remettre en perspective ce volet sanction, parce que je pense que c'est assez important. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'autorité de régulation, qui seriez susceptible de les appliquer, ou en tout cas d'avoir une doctrine sur le sujet, très rapidement, vous pourriez nous indiquer de quoi il retourne aujourd'hui? Alors oui, tout d'abord, je voudrais dire que je rejoins, je pense, Lorraine dans l'esprit. Je pense c'est effectivement un texte qui a fait tellement de bruit et qui, je pense, est lié à un tel enjeu réputationnel que je pense pas que ce soit spécifiquement le type d'obligation. Et elles sont rares, les obligations, encore une fois, qui sont contenues dans le texte, de type d'obligation que les acteurs vont vouloir délibérément éviter d'appliquer. En tout cas, c'est pas le principe dont on parle. En revanche, pour ce qui est des sanctions, j'ai pas vraiment voulu dire qu'il n'y avait pas de sanctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime spécifique prévu par le règlement. C'est-à-dire qu'une fois que ça fait partie des informations qui sont confiées aux autorités de supervision pour qu'elles les supervisent, elles entrent dans un cadre générique, tout comme toute obligation résultant d'un règlement européen. Un cadre générique qui prévoit, d'après le Code monétaire et financier, que les amendes peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime dérogatoire prévu pour la taxonomie. Et je suis même pas certain qu'on puisse forcément prévoir au niveau national. Enfin, je pense que si c'est le cas, il va falloir y réfléchir, mais à partir du moment où le règlement européen prévoit que il n'y a pas de sanctions écrites applicables pour tous les États membres, chacun va devoir réfléchir comment ça s'insère dans son régime de supervision. Et pour nous, la règle est claire. Là, c'est en fonction de l'amplitude du défaut vis-à-vis de la règle, la sanction peut aller jusqu'à 100 millions d'euros. Mais en tout cas, ça fait partie de manière assurée des informations qui vont être soumises à la supervision de l'AMF. Et l'AMF va s'assurer que les informations transmises soient bien là, conformément à la lettre des textes. Ok, merci Antoine. Change de registre. Anne, de ton côté, est-ce que le sujet de la transition implique aussi d'embarquer les équipes? Pour un groupe comme Engie, est-ce que tu pourrais nous indiquer qu'est-ce qui est à l'œuvre sur le sujet, l'enjeu que représente le fait d'embarquer des équipes qui est fondamental pour avancer, hein. Est-ce que tu peux nous en dire un mot du côté d'Engie sur la manière dont vous appréhendez cet enjeu? Ouais, alors embarquer les équipes sur la taxonomie, franchement, moi, c'est pas ça qui me fait rêver, hein. Donc, ça fait longtemps qu'on embarque les équipes sur qu'est-ce qui fait qu'une énergie est durable et qu'on se repose des questions sur chaque énergie, comment on la rend plus durable. Donc ça, moi, c'est ce qui me motive au quotidien. On développe même avec les chercheurs une taxonomie interne. Donc voilà.
voilà, on peut me dire un certain nombre de choses, mais voilà, nous, on travaille en interne sur ces questions depuis un certain temps. D'ailleurs, on est sur les aspects climatiques, environnementaux au sens large. Hein. On n'est pas que sur des aspects CO2, on est sur des aspects sociétaux, on est sur des aspects sociaux. Donc, quand on prend une décision d'investissement, on a un certain nombre de matrices. Quand on veut voir si on est en cohérence avec notre raison d'être, on a aussi un certain nombre d'outils. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, la taxonomie. OK, il faudra reporter sur le chiffre cohérent avec ce que le régulateur indiquera. Voilà, on sortira, on essaiera de progresser par rapport à ça, mais on le fait déjà, c'est ça que je veux dire. Ça sera un outil supplémentaire, ça sera une interrogation des investisseurs qui dira OK, pourquoi vous êtes à tel pourcentage, expliquez-moi comment vous pensez progresser. Donc ça se mettra en place. Mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui, au quotidien, nous fera vibrer. Vous voyez, je pense que ça sera plus voilà, sur ce que j'ai mentionné. On est d'accord, hein, c'est pas la taxonomie qui fait rêver. Hein. Là, mon sens de question, c'était un peu comment embarquer les équipes sur des transitions qui peuvent prendre. Il faut les faire rêver, les équipes, quand même. Il faut leur donner du sens, il faut leur donner des aspirations, voilà. Et ça, c'est important et c'est pas que de la réglementation. Gilles, tu lèves le doigt. Oui, non, mais moi, je suis d'accord avec Anne. On est en train d'assister à mon avis, quatre évolutions. Il y avait une première réalité dans les enjeux de développement durable dans les 20 dernières années, qui était comment les entreprises font bien les choses. C'était vrai dans le social, c'est vrai dans le environnemental, comment la manière de traiter l'employabilité, l'avenir des salariés, l'attractivité, les enjeux environnementaux, les enjeux de réduction de ces émissions carbone étaient souvent scope 1, scope 2, etc. On arrive aujourd'hui à une deuxième logique, me semble-t-il, pour probablement les 20 ans qui viennent. La première qui est comment on embarque nos fournisseurs dans tout cet enjeu ESG, parce qu'au fond, c'est bien beau de raconter au milieu des grandes boîtes ce qu'on fait. Il y a quand même beaucoup de sujets du côté des fournisseurs. Je suis ravi d'être fournisseur d'énergie en la matière. La deuxième chose, et d'ailleurs, je vais prendre un exemple, puisque vous avez deux entreprises, d'un truc qu'on fait avancer, parce que tout ça se fait dans la vraie vie et pas seulement dans des grands discours. La deuxième chose, c'est comment on embarque ça dans le produit, dans le marketing produit, et pas seulement dans la com corporate, et ça me paraît assez important, et au fond, la taxonomie nous ramène vers les produits. Quels produits vous mettez dedans, quelles solutions vous mettez dedans. Et au fond, c'est aussi une question pour être éducatif des citoyens, du citoyen consommateur. Aujourd'hui, quand on parle de tous ces enjeux environnementaux, on dit au niveau corporate, on est neutre en Schneider, scope 1, scope 2, on est carbone neutral en 2025, scope 1, scope 2, on est net zéro émission en 2030, avec moins 30% d'émissions dans le scope 3, et on est net zéro scope 3 aval et scope 1, scope 2 en 2050. Mais on a rajouté la semaine dernière qu'en 2040, nos produits seraient neutres en carbone. Très bien. Je pense que la taxonomie conduit vers cet engagement de neutralité carbone des produits. Et en ce sens-là, c'est une bonne chose. Et donc, il me semble que de fait, tout ça, quand on est en charge des métiers dans lesquels on est, il faut être inspirant et aller vers du côté de l'impact. Et là, on est dans ce sujet-là. Après, tout ça se vit dans la vraie vie. Par exemple, Schneider Electric, comme tous ses concurrents, a des cellules moyenne tension. Je vais être très technique, 3 minutes, avec un gaz qui s'appelle le SF6. C'est ce qui a permis durant tout le XXe siècle, parce que les électriciens qui utilisaient la haute et moyenne tension le fassent en toute sécurité pour couper le réseau électrique ou pour l'animer. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a innové depuis 5 ans et on a des cellules qu'on met sur le marché aujourd'hui dans l'air. Le SF6, c'est 1 kg de SF6, c'est 22 500 kilos de carbone. On voit après la conséquence. Le premier du client de cette nouvelle solution, ça a été Engie en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet, mais c'est aussi dans ces sujets-là qu'on va avancer. Schneider Electric a annoncé qu'il n'y aurait plus de produits avec SF6 en 2025, que ça fait 4% ou 5% ou en tous les cas 10% de notre chiffre d'affaires.
bon, bah, on avance sur ce sujet, on est dans ces logiques-là. Dernier point, bah, il faut aussi, derrière l'impact et l'inspiration, avoir des données. 20% de la rémunération variable de 55 000 dirigeants de Schneider Electric, c'est-à-dire tous les managers qui ont une rémunération variable, est lié à un baromètre planète et société de Schneider Electric qui engage tous les enjeux ESG, dans lequel le climat est un peu plus du tiers du sujet, donc tous les enjeux qui sont proches à notre démarche. Bah, ça veut dire que quelque part, 6-7% de la rémunération variable de ces plus de 50 000 salariés est liée à ce que l'on fait sur le climat. Derrière l'impact et l'inspiration, parfois, pour un certain nombre de mes collègues, la dimension financière n'est pas complètement nulle. Et donc, ça permet aussi de se dire que puisque c'est mis à cet endroit-là, c'est important pour l'entreprise, puisque la tradition de nos grandes entreprises, quand elles ont inventé la rémunération variable, c'était de considérer que les sujets qui étaient importants étaient les critères de celle-ci. Eh bien, voilà, on peut considérer que de 6 à 10% de la rémunération variable des dirigeants de Schneider Electric est liée aux enjeux climatiques qui sont tout à fait cohérents avec cette logique de taxonomie. Peut-être qu'on peut regretter d'ailleurs qu'aujourd'hui la taxonomie est très climato-centrée, ce qui est un beau sujet. Il faudra probablement accroître sa dimension biodiversité. Merci Gilles. Bon, c'est prêt. Ça permet de mettre en perspective effectivement jusqu'au produit comment ces démarches se traduisent par des choses inspirantes pour le coup là pour les équipes et puis pour vos clients qu'ils soient business ou particuliers. Est-ce que Lorraine, j'aimerais bien peut-être que vous nous indiquiez ce que ça implique pour vous aussi concrètement que cette taxonomie en termes d'informations que vous allez délivrer. Est-ce que la taxonomie a des implications très précises, un peu nouvelles, que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant? Alors, oui. Après, pour resituer un petit peu dans le contexte, je pense que c'est important de le souligner et Antoine pourra me compléter si besoin. Il faut rappeler que la taxonomie, ce n'est pas le seul texte réglementaire, y compris de transparence pour les investisseurs, qui est sorti. Il s'articule avec un autre texte qui est le règlement Disclosure, qui exige de la part des investisseurs qui publient non seulement dans le cadre du règlement taxonomie la part de green de leur portefeuille, mais aussi qui donnent de l'information sur leurs impacts négatifs, ce qu'on appelle en anglais Principal Adverse Impact, sur les sujets ESG et les risques ESG. Donc, pour nous, l'enjeu, il est assez global. Il est à la fois d'expliquer comment nos produits investissent effectivement dans des produits green, et ça suppose effectivement qu'on passe au crible nos portefeuilles. C'est une démarche plutôt intéressante. Ça suppose qu'on ait suffisamment d'informations de la part des entreprises ou qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre dans la manière dont nous-mêmes on publie la part de nos portefeuilles. C'est-à-dire que si on a une information très précise de la part des entreprises, on peut nous-mêmes publier une information très précise sur nos portefeuilles. Si on a une information qui est moyennement précise, il faut qu'on puisse dire notre portefeuille est à peu près vert de telle manière, ou à une poche de green qui est constituée d'entreprises qui ont leur chiffre d'affaires situé entre 10 à 15% de vert, plus de 50% de vert, etc. etc. Voilà. Après, c'est des questions de disponibilité de l'information et encore une fois de charge de la preuve. Donc, ça a des implications assez concrètes, effectivement. Merci Lorraine. Il y a un autre sujet autour de la taxonomie verte. C'est la perspective d'une taxonomie brune. Ça fait partie aussi des choses qui sont aujourd'hui en suspens. Est-ce que parmi nos participants, il y a un avis à exprimer sur le sujet, sur l'intérêt, voire les dangers que ça peut représenter que de cette perspective-là de taxonomie brune? Qui voudrait s'exprimer sur le sujet? Je peux juste dire un mot. Je pense que Anne va sans doute souhaiter réagir sur le sujet, mais il y a une chose qui est importante à rappeler, c'est que le fait de ne pas être dans la taxonomie ne veut pas forcément dire être marron.
la taxonomie donne un bon horizon de ce qui est vert, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas dedans est absolument diabolique. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est simplement un horizon de ce qu'il est intéressant d'investir pour la transition, pour l'instant sur les sujets climat, et puis bientôt sur d'autres sujets pour répondre au point de tout à l'heure sur la biodiversité, parce qu'il y a d'autres objectifs qui devraient être intégrés au fur et à mesure que la taxonomie se construit. Je me lance sur ta question qui n'est pas facile. Mais bon, bref. Oui, c'est un sujet compliqué parce que c'est peut-être pas diabolique, mais il va y quand même y avoir peut-être un peu un sujet de name and shame, peut-être un sujet de flux financiers. Voilà, donc il faut quand même distinguer des activités qui sont à exclure et des activités qui sont des activités de transition. Voilà, donc c'était le sens de mon propos tout à l'heure. Je voulais aussi rappeler que voilà, si on mettait de côté un certain nombre d'activités, ces activités-là n'auraient plus d'intérêt à devenir plus vertueuses. Par exemple, pour une centrale à gaz, voilà, ces dernières années, on a pu améliorer sensiblement les émissions de CO2, mais vraiment de manière très impressionnante, en grammes par kilowattheure de ces centrales. Voilà. S'il n'y a plus d'intérêt et s'il n'y a plus de reconnaissance là-dessus, les efforts là-dessus, je pense, vont être compliqués. Donc voilà, c'est valable pour pas mal de technologies, c'est valable pour pas mal de sujets. Si c'est mis de côté, il n'y a plus d'efforts de l'industrie sur ces sujets-là, ce qui est dommage. Moi, c'est juste la réflexion que ça me... Si je peux me permettre... Pardon. Antoine ? Oui, juste si je peux me permettre de rajouter un commentaire, c'est juste pour lever tout d'abord une ambiguïté, c'est que souvent quand on parle de taxonomie brune, on a souvent en tête une liste d'activités qui seraient citées toutes comme brunes. Je pense qu'en fait, on n'y est pas du tout encore à la taxonomie brune, mais si elle existe, elle fonctionnera selon a priori un principe, enfin du moins je pense, similaire à celui de la taxonomie verte, c'est-à-dire qu'on aura une liste d'activités et également les conditions, tout comme on a les conditions dans la taxonomie verte pour savoir quand est-ce elles contribueront à un objectif environnemental. Là, on aura les conditions dans lesquelles elles nuiront à un objectif environnemental. C'est pas une vision telle activité est mauvaise dans son ensemble. Et en fait, cette taxonomie brune, elle est déjà là en germe dans la taxonomie verte, puisque la taxonomie verte, elle pose déjà les critères pour toutes les activités. Comme je vous disais, on vérifie la contribution, mais on vérifie aussi l'absence de préjudice significatif aux autres objectifs que ceux auxquels on prétend contribuer. Donc en fait, il existe des critères pour déterminer que l'on ne cause pas de préjudice significatif. Ça, pour moi, c'est un peu la même logique qu'une taxonomie brune. Donc on s'en rapproche. Et peut-être un autre commentaire, parce que Lorraine en parlait, il y a effectivement ce règlement disclosure qui, à lui, autant la taxonomie a vocation peut-être à s'appliquer du point de vue investisseur à tous les investisseurs qui font une promesse verte, mais on y est déjà, en tout cas dans le règlement disclosure, en termes de transparence sur les impacts négatifs de certains investissements. Et là, ça implique ça s'applique à tous les produits. Et là, ça implique aussi qu'il faudra un langage commun, mais on l'a pas. Et en l'occurrence, peut-être qu'une taxonomie brune aussi permettrait de simplifier le message, de pas avoir d'effet d'aubaine et de rendre ce reporting sur les impacts négatifs un peu plus rationnel. Parce que aussi, je pense que c'est aussi, et ça c'est ma position très très personnelle, je représente pas l'AMF dans ce que je dis là, mais je pense que c'est aussi un outil indispensable pour les investisseurs et pour les émetteurs que de pouvoir communiquer sur pourquoi ils ne sont pas alignés avec la taxonomie. Et parce qu'il y a une ribambelle de possibilités de raisons pour lesquelles on peut ne pas être aligné avec la taxonomie. C'est en fait un outil de communication supplémentaire et d'étendre le langage commun aussi aux marrons qui, à titre personnel, je trouverais plutôt utile et plutôt intéressant. Merci Antoine, pardon. On a deux questions là qui s'adressent en particulier à Anne et Gilles. En particulier le fait que concrètement, dans vos équipes et dans vos entreprises respectives,
qui s'est approprié le sujet entre la direction RSE, la direction financière? Comment est orchestrée la préparation à la mise en œuvre de la taxonomie verte? Est-ce qu'il y a, de ce point de vue, des choses qui se sont organisées pour que tous les services compétents et les expertises complémentaires soient réunis? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'un et l'autre rapidement de quelle manière les services sont mobilisés en interne pour concrétiser ces travaux? Alors, c'est un des premiers avantages ou intérêts de la taxonomie, probablement, c'est que pour sortir un chiffre du niveau vert de notre chiffre d'affaires, forcément, il y a la contribution d'une bonne partie des services de Schneider Electric, à la fois le secrétariat général qui tient, j'allais dire, l'ensemble des business de Schneider Electric, qui représente en pourcentage dans le chiffre d'affaires, puis après comment on les qualifie, alors c'est avec les business units, qu'est-ce que ça représente financièrement, la direction financière, et puis quelle vision on se donne de ce qui est vert, de ce qui n'est pas vert. Et évidemment, il y a un moment donné, il faut d'abord le faire auditer. Nous, on a fait auditer notre chiffre par Ernst & Young. Et deuxièmement, se donner ses propres définitions, comme ça a été dit en introduction. Tout ça n'est pas d'une précision si évidente pour dire ça c'est dedans, ça c'est pas dedans. Schneider Electric a fait tout un travail de définition. Et au fond, à côté du chiffre qui est publié, probablement que ce travail de définition de ce qu'on met dans le business vert et de ce qu'on ne met pas dedans est aussi par lui-même intéressant, parce que ça dit un petit peu comment l'entreprise se comprend en la matière. Donc c'est un travail qui permet à une direction développement durable de mettre autour de la table, au fond, toutes les fonctions, ou beaucoup des fonctions de l'entreprise, l'occasion de montrer l'importance du sujet, de se mettre d'accord, y compris avec, voilà, c'est pas toujours si simple que ça. Et en ce sens-là, je pense que ça a quelques vertus. Après, voilà. Et puis il y avait une deuxième question qui était le lien entre la taxonomie et la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Je pense qu'il faut que je donne la parole aux spécialistes sur le sujet. Les deux, enfin, je suis favorable aux deux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre les deux? C'est pas si facile que ça, me semble-t-il, sauf si Lorraine a une idée fabuleuse sur le sujet et encore plus nos amis de l'AMF. Ou Anne, qui a souvent des idées fabuleuses, surtout quand elle a la tête dans les étoiles, comme en ce moment. Alors Lorraine peut-être, et puis Anne, si tu veux aussi exprimer quelque chose sur la question précédente aussi par ailleurs, et celle-ci sur la taxe carbone bien entendu. Lorraine, peut-être un point à évoquer sur le sujet de la taxe carbone par exemple et les articulations. Alors je pense que c'est plutôt un sujet de régulation sur une taxe aux frontières évidemment. Après, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement, pour que tout le monde puisse s'aligner sur ce type de standard. Une des questions qui va se poser sur la taxonomie, c'est comment on évalue des entreprises non européennes à partir de la taxonomie. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très simple. Donc, plutôt plus de questions que de réponses à l'heure actuelle, j'avoue. C'est une réponse, ça. Le fait que ce soit encore des sujets de questionnement. Est-ce que Anne, vas-y, je t'en prie. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Lorraine. Sur l'organisation chez Engie, la RSE a été impliquée sur ces sujets très tôt. On y a fait venir la finance. Et puis, chez nous, on a des organisations par activité qu'on appelle les Global Business Lines. Et donc, qui ont été saisies de ces sujets, qui regardent ces sujets. Évidemment, le COMEX est très moteur sur ces sujets-là. Donc voilà, l'organisation est évidemment bien impliquée sur cette thématique-là. Juste un complément sur l'histoire de taxe carbone aux frontières. Antoine, tu compléteras, mais je sais que le contenu de la taxonomie est un sujet de diplomatie à part entière pour l'Union européenne et qu'il y a beaucoup d'échanges avec des pays hors UE sur comment articuler potentiellement la taxonomie européenne avec d'autres
taxonomie dans le monde. Il y a eu pas mal d'échanges, je crois, aussi avec la Chine. Il y a eu pas mal d'échanges avec le Canada et tous les pays où il y a pu y avoir des initiatives, des embryons de taxonomie ou des choses plus développées. Oui, exactement. Si, du coup, je saisis la balle au bon. Merci Lorraine, en tout cas, d'avoir rattrapé la patate chaude au début. C'est pas une question évidente. Du coup, alors, pour ce qui est du dernier commentaire, je pense qu'il est tout à fait pertinent et très vrai. D'ailleurs, le groupe d'experts qui a mis en place cette taxonomie ne s'en cache pas de son désir de projeter cette sorte d'ordre européen et de référentiel européen. Et ça fait partie de leur priorité stratégique, je pense, de savoir comment, peut-être pas imposer le référentiel, mais en tout cas le faire dialoguer avec d'autres référentiels et articuler tout ça. Pour ce qui est du sujet de la taxe frontière, la taxe carbone aux frontières, on dépasse assez largement le domaine de mes compétences et du coup, instinctivement, je dirais que s'il existe, il doit y avoir un critère de prise en compte de la durabilité pour mettre en place des politiques fiscales, pour moi, il me semble logique, comme on l'a vu avec le plan de relance, les plans de relance Covid, qu'il y aurait une référence certainement à la taxonomie dedans, mais aussi il faut pas, et je pense que ça revient sur ce que disait Lorraine aussi au départ, la taxonomie c'est vraiment ce qui est très vert et c'est pas non plus ce qui est enfin tout ce qui n'est pas dans la taxonomie n'est pas forcément marron, loin de là. Et je pense que là, tout dépendra de l'ambition et des objectifs peut-être dissimulés derrière la taxe carbone aux frontières, mais je ne pense pas que ça cible tout ce qui n'est pas taxo-compliant parce que tout simplement, les entreprises européennes ne sont pas forcément toutes loin de là alignées avec la taxonomie. Donc à voir. Je voudrais pas en dire plus que ce que ma maigre connaissance me permet de dire. Merci de toute façon de saisir ces patates chaudes parce que ce sont des sujets sur lesquels on dispose encore peu d'informations ou en tout cas de conclusions complètement tangibles sur le sujet. Donc de toute façon, c'est toujours intéressant aussi de voir que les choses ne sont pas arrêtées même à vos yeux alors que vous êtes dans des organisations qui ont quand même un rôle éminent sur le sujet. C'est un grand chantier. D'ailleurs, il y a une des questions posées qui traite de le manque de traitement jusqu'à présent dans le débat d'ailleurs de la dimension sociale ou sociétale et il est vrai, je vais y répondre là si vous permettez comme ça, c'est pas une façon de la mettre de côté, mais il est vrai que la taxonomie a un volet au-delà du climat et des sujets environnementaux, de biodiversité, de traitement des déchets, de lutte contre la pollution, etc., a fait une référence explicite au respect des droits fondamentaux, donc des droits humains, donc ça rentre dans la taxonomie, mais il est vrai que le chantier a été amorcé sur le sujet éminent du climat, first, je dirais, et qu'à terme, la taxonomie va aussi intégrer progressivement ces dimensions sociales. Mais il est vrai qu'à l'agenda, pour l'instant, des priorités, c'est vrai que c'est le climat et que cette taxonomie met d'abord l'accent sur ces dimensions-là. Je vois qu'il y a un autre point qui peut être assez intéressant et entendre d'ailleurs peut-être Lorraine, Anne ou Gilles. Il existe toujours aux yeux de certains une faible corrélation des notations de la part des agences selon les entreprises. Et est-ce que la taxonomie peut contribuer à ce qu'il y ait un alignement un petit peu et que la taxonomie serve là aussi les agences de notation sur ce sujet-là? Qui pourrait peut-être exprimer un point de vue sur le sujet? Gilles? Tu es en mute, Gilles. Au fond, la notation est en train de vivre une révolution. Ce n'est pas la première fois depuis 20 ans, avec plein d'acteurs qui veulent mettre le grappin dessus, si je peux utiliser cette expression, puisqu'il est question de faire avancer les sujets qui nous sont chers, mais il est aussi question de relations contractuelles entre les différents acteurs. Comment elle évolue? Quand je vous lis la note d'un broker connu, ou celle que j'ai sous les yeux, qui est publique d'ailleurs, d'HSBC, qui vient de lancer un nouvel index qui s'appelle Trip Filter, dans lequel il y a le climat en premier index, puis après le l'ESG et enfin la profitabilité de l'entreprise.
on s'aperçoit que derrière cette notation qui, au directeur développement durable, est chère par des acteurs extra-financiers, tous devenus américains dans les 2 dernières années, les acteurs financiers mainstream s'emparent de ce sujet, ce qui va probablement poser une question sur les extra-financiers complètement focalisés sur le sujet, parce que l'analyse des uns peut rendre plus inutile l'analyse des seconds. Troisièmement, les Big Five avec le web sont très engagés pour bâtir une grande standardisation mondiale dans laquelle toutes les entreprises seraient mesurées de la même manière. Quid de la différenciation qu'apportent les enjeux de développement durable et de ce type de sujet, puisque si nos entreprises décident d'y aller plus vite, ce n'est pas pour être standardisées avec les autres, mais pour montrer une différence. Il y a un deuxième point là. Ce qui est certain, me semble-t-il, c'est qu'il y a une immense tendance perçue en Europe, connue ailleurs dans le monde, et que ça va devenir une référence parce que toutes les entreprises publient ce sujet. Je vous renvoie à l'étude de HSBC qui sélectionne 27 entreprises mondiales dans ce triple filter dans lequel il y a 5 entreprises françaises, dont une entreprise de matériel électrique, réputée et très engagée. Eh bien, le premier critère, c'est ce qu'on a écrit dans notre effet visé par notre commissaire aux comptes sur ces enjeux de business vert. L'occasion de montrer qu'il y a une certaine matérialité d'usage. Anne, peut-être un point de vue là-dessus, ou Antoine, Lorraine, qui voudrait… Oui, moi j'aurais bien aimé rajouter un petit mot sur les divergences des notations, si ça vous embête pas. Il me semble qu'il y a un point que la taxonomie ne tranche pas, c'est la méthodologie des indicateurs, et ça pourrait être intéressant pour en dire un petit mot. C'est-à-dire que la taxonomie, elle s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs pour déterminer encore une fois les seuils en dessous desquels, ou plutôt à partir desquels on peut être considéré comme contribuant à un des objectifs. Mais les méthodes de calcul de ces indicateurs ne sont toujours pas harmonisées en tout cas pas codifiées de manière très très stricte d'un émetteur à un autre ou d'un investisseur, si c'est l'investisseur qui effectue l'évaluation à la place de l'émetteur, à un autre. Et ça, c'est vraiment un des chantiers de la revue de la directive sur le reporting extra-financier. Et dans ce cas, la Commission européenne a mandaté l'EFRAG, qui est, désolé pour tous ces acronymes, l'EFRAG qui est l'autorité de normalisation comptable de l'Union européenne pour mettre en place un système tout comme on a une normalisation comptable pour les indicateurs financiers, il y aurait le même genre de logique qui se développerait pour les indicateurs extra-financiers et qui viendront ensuite s'insérer dans les critères de la taxonomie. Donc ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, au-delà du fait que la taxonomie est toute neuve, elle est même pas finie d'être développée, donc elle a pas encore été appropriée par les agences de notation extra-financière, même si je suis sûr qu'elles seront promptes à le faire le plus rapidement possible. Il y a ce problème des indicateurs sous-jacents qui ne sont pas harmonisés encore. Je peux me permettre de compléter, et ça rejoint aussi la question de la taxonomie sociale. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer pour ne pas trop se perdre dans ces histoires de reporting. C'est la notion qu'on évoquait tout à l'heure de produit, d'activité, et la taxonomie vise quand même avant tout à identifier ça, et la notion d'impact négatif découlant de cette activité. Aujourd'hui, la taxonomie, elle a la dimension, elle vise à identifier les activités qui ont un intérêt en matière environnementale, tout en s'assurant qu'on ne le fait pas de manière négative pour le social. Si je donne un exemple très concret, on va investir dans une énergie renouvelable sans faire travailler les enfants. Voilà. Investir dans une taxonomie sociale, si on vise à identifier une activité qui a un intérêt pour les populations, ça va être des questions d'éducation, de santé, etc. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Et ce n'est pas la même manière de regarder les indicateurs. Effectivement, sur tous ces indicateurs d'impact négatif, comme le disait Antoine à l'instant, on a vraiment une grande diversité de manières de le mesurer. C'est quelque part un petit peu plus simple de mesurer une quantité d'activité positive. Ça va être des chiffres d'affaires, des CAPEX, la part de notre portefeuille qui investit là-dedans. Les critères négatifs qui découlent de ces investissements dans telle ou telle activité, là, c'est plus compliqué.
Et on voit un petit peu de tout en ce moment dans les propositions qui sont faites au niveau des autorités, des autorités financières européennes, et ça. On espère qu'on retombera un petit peu sur nos pattes pour avoir des choses qui sont plus concrètes. Merci Lorraine. Anne? Oui. Donc je rebondis sur ce qui a été déjà dit, hein, mais c'est vrai qu'il y a un sujet politique très fort actuellement de souverainisme entre les États-Unis et l'Europe. Donc voilà. C'est un sujet aussi culturel, hein, parce que moi, je suis en train de travailler avec les équipes sur SASB, qui est notamment mis en avant par les investisseurs américains. Et voilà, et quand on regarde de près les indicateurs, ben c'est un marché énergétique américain qu'on voit. C'est pas la façon dont on voit les choses et dont tout ça fonctionne en Europe. Donc ça lève quand même un certain nombre de questions. Alors après, on avait d'investisseurs un certain nombre de classiques, un certain nombre de dictats sur le court terme, la rentabilité. Alors maintenant, il y a toujours eu cette thématique de comparabilité. Et il faudrait qu'on soit dans des petites cases et puis on nous compare sur tout. Et voilà. Mais des fois, ça ne fait pas toujours du sens. Alors, c'est ce que disait Gilles aussi sur l'aspect différenciation, sur l'aspect trajectoire, sur l'aspect quels sont les leviers qu'on a. Donc, c'est vrai que dans nos fonctions, particulièrement de développement durable, on peut être frustré par ça. Si on n'est que sur de la compliance, remplir des indicateurs, voilà, il ne faudrait pas non plus aussi réduire le rôle de l'entreprise et ses efforts à ça. Donc, il y a un équilibre à trouver et cet équilibre, il est un peu subtil. J'avais eu pas mal de discussions hein, sur, par exemple, la loi sur le devoir de vigilance qui est reprise beaucoup par des juristes et du coup, où c'est difficile d'avoir cette dimension de progrès, d'avancée développement durable parce qu'on est plus dans un raisonnement finalement de protection de l'entreprise. Donc là, c'est pareil, je ne voudrais pas voilà, qu'on soit dans, voilà, on a des KPI, tiens, pourquoi le KPI n'est pas à ce niveau-là, et qu'on soit cloisonné à du reporting. Nous, nos missions, c'est vraiment de faire progresser, d'utiliser les leviers qu'on a, d'être aussi opportuniste pour faire progresser globalement l'entreprise et la société. Anne, merci. Il est 19h16. On a fait un bon tour, je pense. Et évidemment, ça ouvre encore plein d'autres questions et c'était ça aussi le mérite que d'avoir tous vos témoignages. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence. Cette notion que Anne évoque d'un devoir de vigilance qui est trop, par exemple, associé à la notion de compliance et qui, évidemment, peut perdre de son relief et de tout son attrait pour les troupes, les produits, les services ou la différenciation. Ça, c'est une évidence que l'on rencontre régulièrement. Donc, évidemment, c'est un gros piège dans lequel il va falloir ne pas tomber avec la taxonomie verte. Et donc, ça, c'est un grand challenge aussi, évidemment. Très embarquant potentiellement pour les équipes quand une entreprise est vraiment capable de transformer ses contraintes en trucs hyper différenciants sur différents marchés. Bon, en tout cas, vraiment, merci à tous les quatre pour ces échanges. Les uns et les autres, j'espère que cet Affexio Talk a apporté des réponses aux questions que vous vous posiez. Rendez-vous dans un mois de notre côté. Le prochain Affexio Talk sera dédié au sujet très vaste, lui aussi, pour le coup des droits humains, avec plusieurs intervenants sur ce sujet-là. On parlera notamment du devoir de vigilance européen qui est en train aussi de se construire. Merci en tout cas pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.